Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et c'est de plateformes de streaming dont nous parlons aujourd'hui et nous allons une fois encore parler de Disney. En ce moment on parle énormément de Disney sur la chaîne, que ce soit la plateforme de streaming avec quelques traumatismes liés à certaines séries dont je ne donnerai pas le nom, que ce soit avec le parc, puisque c'est là que j'ai choisi d'aller passer quelques jours pour mes vacances de Noël, ou que ce soit avec la sortie du fameux Avatar 2, car oui, Avatar 2 est distribué par Disney. Mais c'est encore et toujours de Disney dont nous allons parler, et nous allons parler de la plateforme et du tout dernier film Disney qui fait polémique depuis cet été, simplement parce que c'est un film que la Disney Corporation a choisi de sortir directement sur leur plateforme et non en salle. En cause, la chronologie des médias françaises qui pose depuis un bon moment maintenant problème à Disney. Alors même si ce sera pas le cœur de cette vidéo, on va quand même aborder le sujet parce que ça fait vraiment partie de l'identité du film et puis c'est vraiment un débat qui peut être intéressant je trouve et intéressant aussi de le réexpliquer. Ça ce sera plutôt en fin de vidéo, mais avant toute chose je vais vous donner mon avis sur ce film qui est le film Avalonia, l'étrange voyage. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Avalonia est un film de 1h42, qui est une durée relativement raisonnable. Maintenant, les films durent facilement 1h45 à 2h. Là, pour le coup, 1h42, je trouve que pour un dessin animé familial, c'est très bien. C'est un film de type animation, puisque c'est un film d'animation, mais également aventure et comédie qui s'adresse à toute la famille. Et c'est un film qui est sorti le 24 novembre 2022 dans les salles du monde entier, excepté les salles françaises, puisque nous il est sorti le 23 décembre, vendredi dernier si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, directement sur Disney+. C'est effectivement un film que nous les Français on ne pourra pas avoir le plaisir de découvrir en salle, mais uniquement sur nos télés et dans nos salons, sauf peut-être pour ceux qui ont la chance d'avoir un home cinéma, l'incarnation de mon rêve pour le futur. Mais comme je vous l'ai dit, on reviendra sur le sujet beaucoup plus tard. Le film est réalisé par Don Hall. Don Hall, c'est maintenant un grand nom de la réalisation chez Disney. Il a été oscarisé en 2015 pour le film Les Nouveaux Héros, qui s'intitule Big Hero 5 ou Big Hero 6. Big Hero 5? Big Hero 6? Je sais plus. Mais bref, qui a un autre nom pour le reste du monde. Et personnellement, j'avais beaucoup apprécié Les Nouveaux Héros. Pour moi, c'est un des derniers films vraiment coup de cœur qui m'a vraiment retourné avec le personnage de Baymax qui m'a beaucoup touchée. L'histoire était assez bateau, mais plutôt innovante. On avait la relation entre les frères qui était intéressante. Bref, Les Nouveaux Héros était vraiment un film de 2015 qui avait un vrai potentiel chez Disney. En 2016, il a co-réalisé Vaiana, la légende du bout du monde, qui a connu également un très grand succès. Et en 2021, en co-réalisation toujours, il était derrière Raya et le Dernier Dragon, que j'avais également beaucoup apprécié et que nous avions également eu le malheur de ne voir que sur plateforme, puisqu'il était sorti durant une période où les cinémas étaient encore fermés aux États-Unis, c'était compliqué avec le Covid, enfin bref, on était en plein 2021, il était sorti directement sur la plateforme Disney+. C'était d'ailleurs un des premiers films qui sortait directement sur la plateforme et qui fait un petit peu écho à la nouvelle réalisation, malheureusement pour lui, de Don Hall. Sinon, des années 2000 aux années 2015, il a également été scénariste pour Disney, notamment pour le film Cusco, Frères des ours en 2003, que j'adore, ou encore La princesse et la grenouille. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est majeur dans l'industrie cinématographique d'animation de Disney. Donc je ne vais pas m'étaler plus avant sur la jeunesse du projet ou encore le casting, puisqu'on est majoritairement sur des voix off qui ne sont pas les mêmes en France comme aux États-Unis en fonction de la version que vous avez regardée. Personnellement, j'ai regardé la version française puisqu'on était en famille, c'était les fêtes de Noël. Donc je n'ai pas imposé la VO à tout le monde, la version française est par ailleurs très correcte, même s'il y a 2-3 voix qui m'ont un petit peu... Mais à l'occasion, on en reparlera. Venons-en directement au vif du sujet que nous raconte ce film. Nous suivons la famille des Clade, une famille d'explorateurs de père en fils, enfin du moins surtout le père. Le père est un grand explorateur, le fils, lui, il adore les plantes. Il est passionné par la biodiversité et voudrait être fermier. Alors comme vous vous en doutez, l'ouverture du film se fait sur quelques tensions entre le père et le fils. Le père qui aimerait que son enfant soit comme lui et le fils qui aimerait prendre son indépendance, un sujet classique d'un film familial et classique d'un film Disney. Après la découverte d'une plante étrange, on saute dans le temps et on découvre le fils qui a grandi, qui a réalisé son rêve, mais malheureusement sa ferme et ses plantes sont menacées par une étrange maladie qui s'attaque à la plante qui l'a découverte. Il va alors partir en expédition pour essayer de découvrir quel est le problème, qu'est-ce qui tue ces plantes, qu'est-ce qui menace les racines de la plante, et dans l'expédition il va se retrouver entraîné avec sa femme, son fils, leur chien absolument adorable qui a qu'une patte, dans un monde extrêmement étrange qui était caché depuis le début sous leurs pieds. On est donc clairement sur un film familial où les relations familiales entre le père et le fils, à deux niveaux, puisqu'on a 3 générations en fait qui vont se succéder et qui vont entrer en contact dans ce film, sont au centre du sujet et de l'environnement qui entoure nos personnages mystérieux, mais qui à la fois m'a fait penser, et on va en parler, à des univers que l'on connaît déjà.
Donc, comme toujours, concernant mon avis sur ce film, on va commencer par la direction artistique, et la première chose que je voudrais évoquer avec vous, ça n'a pas forcément un grand rapport avec le film en lui-même, mais c'est la première fois dans ce film-là que je vois la nouvelle introduction Disney, puisque Disney va fêter ses 100 ans, il me semble, en 2023, ou alors c'est tombé en novembre, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans ce film. Je suis pas très précise sur les dates, mais en tout cas, c'est les 100 ans de Disney, de la création par Walt Disney de cette entreprise d'animation et de tous les personnages Mickey, etc. Et pour les 100 ans, ils ont changé, vous savez, l'espèce de générique de début avec la musique et le machin au-dessus du château, et je trouve la nouvelle introduction très très cool. C'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec le reste, mais il faut savoir que je suis très attachée aux introductions Disney parce que quand j'étais petite, c'était vraiment le moment, ça y est, papa et maman m'ont mis une cassette, je vais regarder mon film. Moi, c'était généralement Atlantide, j'étais insupportable avec Atlantide, mais c'était vraiment le petit moment, le goûter, etc., assis dans le canapé, et l'introduction Disney, ça me fait toujours un petit thrill, et j'avais peur de le perdre en la changeant de trop, ils l'ont déjà changé plusieurs fois, mais là, il faut propose vraiment des angles différents, et j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle introduction, ça n'a aucun rapport avec le film, ça n'a aucun rapport avec la qualité du film, mais c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Plus spécifiquement au niveau de la direction artistique du film. J'ai beaucoup apprécié le petit côté un petit peu old school steampunk qu'ils ont donné à cet univers. Ils montrent que la ville et la vie des habitants évoluent avec la nouvelle technologie à laquelle ils ont accès, et ils montrent qu'en fait cette technologie s'intègre à des appareils en fait qui sont plutôt old school, et il y a vraiment un côté un petit peu là-haut. Vous voyez les spots publicitaires dans là-haut au tout début du film, ou au moment où ils présentent l'explorateur avec les vieux spots de télé et la voix off avec le présentateur qui dit « Oui, nous partons aujourd'hui, ça y est, l'exploration commence !» Vous voyez ce style-là très old school, très explorateur du début du siècle, vous voyez? Et ben j'ai retrouvé un petit peu cette identité-là, mais avec un style plus BD que j'ai trouvé très sympathique, puisque si là-haut s'inscrit plutôt dans une période, voilà, début du 20e, là on s'inscrit plutôt dans une période années 50, années 60, mais tout en ayant une technologie et un design, on va dire, des machines qui a un style un peu plus steampunk. Et en fait, j'ai apprécié cette attention qui est apportée aux détails et à l'ambiance globale du film pour lui donner quand même une identité. Alors oui, ça m'a fait penser à là-haut, mais c'est pas non plus un copier-coller. Le début du film est un peu speed, mais parce qu'il y a un saut dans le temps qui, je trouve, est pas super. J'aurais préféré qu'il fasse un flashback, honnêtement, que un saut dans le temps comme ça dès le début du film qui est un petit peu... qui marque une sorte de rupture. Tu commences à peine à découvrir les personnages et boum boum, c'est fini. Ça, c'était pas ouf du tout, je trouve, au niveau du rythme. Mais par contre, dès qu'on en arrive au monde un petit peu plus moderne du post-saut dans le temps, je trouve qu'on a vraiment une bonne immersion et une ambiance avec une attention qui est portée aux détails, au décor et à l'environnement des personnages qui rend l'environnement attachant, en fait. C'est quelque chose d'agréable où tu te sens un petit peu à la maison avec des codes que tu connais, qui sont remixés à leur sauce et bien pensés pour que ça se tienne. Puis vraiment, je reviens dessus, les passages dessinés et faits BD, je les trouve géniaux, et j'avais peur que ce soit utilisé uniquement dans l'introduction, et ça revient à différents moments dans le film, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, comme vous le savez, moi je suis vraiment une défenseuse du retour à un style beaucoup plus crayonné, beaucoup plus traditionnel dans l'animation. Je veux vraiment que ça revienne en masse. Je sais qu'il y a quelques petites boîtes de production qui le proposent, mais j'aime vraiment que Disney sorte des sentiers battus, sorte du tout numérique de temps en temps, et du coup voir ça, forcément, ça me fait un peu plaisir. Après, plus globalement, au niveau de l'ambiance, les textures sont magnifiques, notamment les textures des cheveux que j'ai trouvé extrêmement travaillées. Je vous invite à faire attention par exemple à la barbe du... celui que j'appellerais le personnage principal, parce que pour moi c'est le père, le personnage principal, à sa barbe avec les petits points blancs, les petits... Enfin vraiment, il y a une attention qui est portée aux textures, on n'a pas non plus quelque chose de trop texturé et de trop à volonté réaliste, un Avatar style si vous voulez. Non, on sait que c'est de l'animation, on sait que c'est du dessin, il y a des traits qui sont plutôt grossiers pour les nez par exemple, un petit peu en patate, etc. Mais pour les textures des vêtements, pour les textures des bijoux et pour les textures des cheveux qui, on le sait depuis Réponse, sont très difficiles à animer et à intégrer dans l'animation, je trouve qu'il y a vraiment un effort qui est très appréciable. Dernier point, les paysages, notamment du nouveau monde qu'ils découvrent sous leurs pieds, mais également de leur environnement à eux, les villes, etc. Pareil, souci du détail, et je trouve qu'ils ont utilisé, très honnêtement je saurais pas vous dire comment ça s'appelle, mais ils ont utilisé une espèce d'effet de flou quand les choses sont à distance, notamment au début quand ils vont à la ville, etc., que j'ai pas mal apprécié. Donc franchement, au niveau de l'animation, c'est très appréciable, c'est très beau, la palette de couleurs, notamment dans le nouveau monde, est magnifique, les textures sont très très belles, il y a des trucs qui sont pensés, qui sont réfléchis, il y a une uniformité au niveau des technologies, et à la fois qui est projeté dans un environnement complètement fantasmé, on va dire, avec des couleurs très roses, très bonbons, très machin. Donc je trouve que quand même il y a un très beau travail au niveau de l'animation et d'une manière générale de la direction artistique. Maintenant, et malheureusement c'est à déplorer, il y a quand même des bémols, notamment au niveau de la définition des personnages. On est habitué dans les films Disney à des princesses qui sont comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez vu Elsa. D'accord, les personnages d'animation sont pas ultra réalistes, mais Elsa...
elle est hyper mince, voire maigre, on peut pas dire maigre pour un personnage d'animation, c'est devenu une espèce de norme. C'est un peu pareil pour Vaiana, on a toujours des personnages avec ses visages un petit peu remontés, des petits nez en frimousse, et ensuite un corps assez filiforme, et là, pas du tout. Pour les hommes comme pour les femmes. Que ce soit Clade, le père, on va dire Clade patriarche, il est méga massif. Sophie, c'est une petite crevette, mais à la fois on sent qu'il y a du travail au champ. Les femmes, elles ont plein de morphologies différentes, plus rondes, plus carrées, plus musclées, même au niveau des visages. Je suis contente qu'on ait de la diversité au niveau des physiques des personnages. Je trouvais qu'on commençait à avoir une uniformisation qui était plutôt défavorable. Vous regardez la famille Madrigal par exemple, tous les personnages ressemblent à des personnages qu'on a déjà vus. C'est un peu agaçant. Et là, je trouve ça franchement très appréciable. Et je trouve qu'au niveau du style graphique, on va dire, ils sont très appréciables et changent un peu de ce qu'on a d'habitude. On rentre quand même massivement dans des clichés qui sont vus et revus. Et surtout, il y a quasiment zéro subtilité dans la définition des caractères des différents personnages. La maman douce, le père obstiné, le grand-père qui lui aussi est obstiné mais dans un autre style, le gamin qui a des décisions irréalistes. Je vais partir dans un nouveau monde étrange avec des bestioles bizarres tout seul. Bah oui, voilà une bonne idée mon enfant. C'est vraiment dommage qu'ils aient porté autant d'attention et autant de réalisme entre gros guillemets pour l'univers, mais que pour leurs personnages, ils prennent des décisions aussi absurdes. Il y a des trucs qui sont sympas. Le petit chien qui a qu'une seule patte, j'ai trouvé ça mignon, innovant, sympathique, mais à la fois il y a quand même le côté animal qu'on a toujours dans un Disney. Mais d'autres choses qui sont beaucoup moins sympas. L'espèce de blob. Dans le film, il y a une espèce de blob. L'espèce de blob, on dirait littéralement au niveau des bruits, des sons, du caractère, de la façon dont il se déplace, celui dans la planète au trésor. Et là, ça manque d'imagination. Et vous allez voir quand on va avancer dans les différents points de mon avis, que en fait on pioche plein d'idées un peu partout, mais qu'au final le film apporte pas grand chose d'original, à part du coup le physique de ces personnages et cette espèce de définition technologique, mais qui elle aussi était déjà présente, le côté steampunk, c'est déjà présent dans plein de films Disney, notamment dans La Planète au Trésor que je viens de citer. Donc c'est un peu dommage que le film ne soit qu'un puzzle de plein d'idées, notamment au niveau de la définition des caractères des personnages et on va dire des différents rôles et des différentes dynamiques entre les personnages, mais aussi sur plein d'autres points de l'univers. L'environnement, c'est pareil, il y a un côté tellement Avatar. Je suis désolée, c'est pas parce que j'ai vu le film récemment. Il y a un environnement qui fait un petit peu environnement subaquatique, mais qui n'est pas sous l'eau, en gros. C'est 100% Avatar, par le côté luminescent, etc. Mince, essayez d'être un peu originaux. Là, vous ne sortez vraiment pas des sentiers battus, vous faites des choses qu'on a déjà vues. C'est dommage parce qu'il y a une bonne idée derrière, mais vous récupérez plein d'avatars de d'autres trucs. Au niveau de la direction artistique et de l'environnement, je termine avec l'environnement musical et la bande sonore. Honnêtement, il y a le petit côté old school que j'ai apprécié dans la définition de l'ambiance et la définition de l'univers, mais sinon, les musiques, elles sont pas très présente. J'ai pas ressenti, voilà. Quand je me suis posée pour réfléchir sur le film et que je me suis dit, est-ce que j'ai été transportée par la musique? Ben, pas du tout. Un petit côté un peu old school, exposition universelle, voilà, un peu steampunk, un petit peu toute cette période-là. Mais sinon, c'est pas majeur, c'est pas une identité musicale qui va rester durant tout le film, puisque dès qu'on passe dans l'univers souterrain, il y a une nouvelle identité musicale qui est honnêtement pas très présente et qui est surtout une identité musicale d'accompagnement. Les musiques m'ont honnêtement pas du tout marqué. Déjà, c'est un Disney où on ne chante pas. C'est pas un mal, c'est pas un bien, ça dépend des goûts de chacun. Ah, il y a pas de chanson, c'est ainsi. Il y a l'espèce de fredonnement des Clyde au début, mais c'est tout. D'accord, on ne chante pas, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut délaisser l'aspect musical et qu'il faut pas donner une identité musicale à votre film. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça dommage. En fait, c'est comme ce que je vous ai dit sur le fait de récupérer plein de trucs et que le film ait pas forcément sa propre identité. C'est super dommage parce qu'il y a aucune musique qui me fera penser à ce film en particulier. Et en soi, je trouve ça très problématique parce que ça participe à tout le reste. C'est un film qui a de bonnes idées, mais qui manque clairement d'une identité forte et assumée pour réellement avoir sa propre originalité et son propre univers en fait. Je vois mal comment tu peux faire des produits dérivés sur ce film par exemple. Comment tu peux faire une série dérivée parce que cet univers-là, oui voilà, t'as regardé, t'as passé un bon moment, mais tu vas pas pouvoir sortir le vinyle par exemple, personne va acheter le vinyle de ces musiques-là, elles sont pas du tout majeures. Et j'en viens au scénario, et de toute façon je vais un petit peu vous dire la même chose. Le scénario, c'est un gros voyage au centre de la Terre de Jules Verne, croisé avec Avatar, croisé avec des problèmes familiaux. Mon père veut que je devienne comme lui, et moi je veux que mon fils devienne comme moi, et les générations arrivent pas à se comprendre, bref, cliché sur déjà vu. Alors oui, la romance entre les parents est plutôt mignonne et plutôt touchante, et aucun des deux parents n'est mort, ce qui est plutôt exceptionnel pour un Disney. Oui, l'aspect parcours initiatique est sympathique, et tu suis relativement sympathiquement le personnage, que ce soit le père et le fils. Ils partagent un petit peu la casquette du héros, même si personnellement je donnerais plutôt la place de héros au père. On sent vraiment que le film essaye d'imposer le jeune fils, donc la dernière génération, comme un petit peu le leadership de l'aventure, mais j'ai pas trouvé que c'était le personnage honnêtement le plus intéressant.
par rapport aux décisions un peu absurdes qu'il prend, etc. Je trouve que la complexité de la personnalité du père est plus intéressante dans le film. Et le film porte une métaphore qui est très intéressante et une morale qui en découle qui est très intéressante, mais qui est malheureusement entièrement fichue en l'air parce qu'il y a une révélation finale. En fait, au début, je me suis dit que c'était une métaphore filée. Je vais pas vous dire de quoi pour pas vous spoiler le truc. Au début du film, j'ai vu des petits trucs et je me suis dit tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Et je me suis dit, ça se trouve tout le film et tout cet écosystème qu'il développe et tout cet environnement et la façon dont les trucs interagissent entre eux et dans les personnages, le rôle que les personnages jouent dans cette interaction et cet environnement, si ça se trouve c'est une énorme métaphore filée sur tout le film. Et je me suis dit oh là là, c'est super subtil, j'aime bien, c'est sympathique et malheureusement, c'est pas une métaphore qui reste au stade de métaphore, c'est une métaphore qui est brutalement révélée en fait à la fin du film. Genre, tu l'as vu ma métaphore? T'as vu comme c'était intelligent? Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Considérer que le public n'est pas assez intelligent pour comprendre la métaphore sans que tu la révèles au grand jour, c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant parce que ça aurait pu être le seul truc vraiment pertinent du film et le seul truc qui aurait vraiment apporté quelque chose d'original. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir plusieurs niveaux de lecture dans le film. Et ces plusieurs niveaux de lecture auraient été viables du début à la fin, chacun entre eux, sans qu'il y ait de grands reveals en mode « T'as vu, j'ai fait des couches comme un millefeuille !» C'est tellement dommageable! D'autant plus que du coup, les messages du film, qui sont déjà pas très subtils au niveau générationnel, etc., le deviennent encore moins avec la révélation de cette métaphore filée qui est mise au grand jour à la fin du film. Les messages, parlons-en d'ailleurs. Il y a un message sur les interactions intergénérationnelles, dirons-nous, et les conflits de génération et les conflits intrafamiliaux du fait de l'incompréhension qu'on peut avoir entre parents et enfants. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est classique, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est abordé de façon plutôt sympathique. Et le fait qu'on ait à l'écran l'interaction entre trois hommes d'une même famille qui sont tous les trois extrêmement différents et qui essayent, bon an mal an, de se comprendre, une sorte de pied d'égalité. L'un essaye d'apposer l'ascendant sur l'autre à chaque fois, mais au final, comme ils sont chacun différents, il y a une sorte de pied d'égalité qui se dégage et c'est plutôt intéressant. Malheureusement, le film s'oriente plus vers le fait de donner une sorte de primauté à la jeunesse que je trouve un petit peu dommage parce que pour le coup, c'est plutôt sympa de montrer que chaque génération s'inscrit dans sa propre vision du monde, puis sa propre histoire et ses propres expériences et de montrer qu'on peut s'enrichir et apprendre de chacun sans que l'un ait l'ascendant sur l'autre. Et je trouve notamment la scène des jeux de société très dommage parce que là c'est vraiment la jeune génération qui prend l'ascendant sur les deux autres. En fait c'est une scène qui a des relents un peu moralisateurs que je trouve personnellement assez malvenus. Certes c'est un film à destination des enfants mais ils auraient pu être plus subtils. Il n'y avait pas cette nécessité vraiment de dire lui il a raison, il y a un conflit entre les trois mais lui il a raison. Ça, c'est dommage. D'autant plus que ce qui est plutôt sympa, c'est que à travers nos trois héros, on a vraiment les héros de trois générations qui entrent en contact. On a le héros méga badass survivors des années 70-80, dirons-nous, même 60-70-80. On a le héros des années 90 qui est plutôt un intello, vous savez, ce genre de héros de film catastrophe qui trouve une solution en réfléchissant, qui est un mec qui est prêt à défendre sa famille, mais à la base, c'est vraiment un gars qui a pas trop confiance en lui. Et on a plutôt une incarnation des années 2000-2010, plutôt 2010 d'ailleurs, génération plutôt 2010, avec ceux que les Américains pourraient appeler les snowflakes, c'est-à-dire des jeunes un peu naïfs, un peu idéalistes, qui est l'apanage de la jeunesse par ailleurs. Mais je trouve que le fait de confronter ensemble les héros de trois générations différentes et l'incarnation héroïque de trois générations, c'était plutôt sympa et c'est vraiment dommage que le message tombe un peu à plat à la fin. Et l'autre message majeur du film, qui à mon avis est le message principal, la première couche de lecture, c'est une sorte de fable, une sorte de métaphore écologique, saut années 2000 d'une manière générale, parce que la prise en compte écologique dans les médias, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, voire quinzaine d'années qu'on en parle, donc là on a vraiment un film qui rentre dans le vif du sujet, qui va s'inscrire dans la droite ligne de films comme le Lorax par exemple. D'ailleurs je pense qu'il fait mieux que le Lorax. Le Lorax est un film très bizarre, et on a encore ce délire d'environnement très bonbon. Quand je vous ai dit qu'on s'inspire de plein de trucs qui existent, il y a un côté Avatar, il y a un côté le Lorax. Cumulons les deux, avec le côté rose bonbon, les ballons, les arbres vivants, les machins, et à la fois le monde subaquatique, la bioluminescence. Ça me fait d'ailleurs penser à d'autres productions culturelles que j'évoquerai pas parce que ça risque de vous spoiler un petit peu le reveal dont je vous ai parlé au niveau de la métaphore filée. Ça mélange vraiment beaucoup d'œuvres culturelles connues et majeures, que ce soit au niveau du manga, que ce soit au niveau des séries télé, que ce soit au niveau des films. Ça fait un peu la synthèse de trucs qui existent déjà quand même, hein. Honnêtement, le message écologique, je le trouvais plutôt sympathique. Le fait d'utiliser la métaphore, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, du coup, il y a un côté un petit peu grossier, pied dans le plat à la fin, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Surtout que ça inclut la notion d'énergie, d'environnement, d'interconnexion, de rôle de chacun, entre guillemets, dans un environnement interconnecté. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour le coup, je trouve que de la même façon que vice-versa, expliquer entre guillemets les émotions
aux enfants, même s'il faut pas se baser que sur vice versa pour comprendre vos émotions, sinon bonjour la galère. Ce film-là peut expliquer les problématiques écologiques et la notion d'environnement interconnecté et de rôle de chacun dans un environnement à un enfant. Donc il y a un côté un petit peu éducatif qui peut être sympathique, même si voilà, pour moi, il manque quand même de subtilité. Donc en soi, si je fais le bilan, c'est un film plutôt sympathique. J'ai passé un bon moment, il dure 1h42, la durée est raisonnable, et tu passes un bon moment. Il y a le côté un petit peu émerveillement de cet univers, même si en fait j'ai plus passé mon temps à pointer toutes les choses auxquelles ça me faisait penser depuis le début, que à réellement apprécier l'œuvre en tant qu'elle indépendante et création originale. Le film est plutôt sympa. Tu passes un bon moment, c'est un moment qui est familial, je pense que le film s'adresse d'ailleurs plutôt à des jeunes, voire des très jeunes. Il y a quand même quelque chose de très pied dans le plat, pas très subtil, qui fait que malheureusement pour le public adulte, ça peut manquer un petit peu de finesse en fait dans le développement, que ce soit des caractères des personnages, de l'environnement ou des messages qui sont portés par le film. Maintenant, tu passes quand même un très bon moment et c'est un film que j'aurais apprécié découvrir en salle. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Et il est temps après ce bilan de parler de cette histoire de chronologie des médias. Pourquoi le film n'est pas sorti en salle? Disney est en fait, enfin pas que Disney, mais d'autres plateformes comme Netflix, en gros toutes les plateformes de vidéos à la demande, sont en conflit, ou en tout cas questionnent depuis plusieurs années le système qu'on a en France, qu'on appelle généralement le système de chronologie des médias, qui est que quand un contenu sort au cinéma, sort en salle, il doit ensuite suivre un circuit balisé pour que tous les distributeurs puissent profiter de la manne de ce produit culturel. L'objectif est que le monde culturel ne soit pas la loi du plus fort, où des grosses entreprises comme Disney peuvent attirer beaucoup de monde avec des grosses productions, et où des petits films ne pourraient pas voir le jour parce qu'ils ne trouvent pas de budget. La chronologie des médias, ça permet donc de profiter de l'apport, on va dire, économique et du visionnage de centaines de spectateurs d'un produit comme Disney par exemple, sur des chaînes publiques, sur des chaînes privées comme Canal+, etc., etc. Chaînes qui reversent une partie de leurs bénéfices au budget culturel français qui peut ensuite le réinjecter dans des productions culturelles françaises ou européennes. Là, je vous le fais version grossie et simplifiée. C'est un système qui est super complexe, qui fonctionne à la fois par des engagements mutuels, donc en gros les distributeurs et les diffuseurs peuvent signer des contrats entre eux pour se mettre d'accord sur des trucs, ou par des systèmes d'arrêtés qui là par contre vont s'imposer à tout le monde. Disney, cette année, en début d'année 2022, ils ont refusé de signer le dernier arrangement, on va dire, que par contre Netflix a signé par exemple, et donc ils se retrouvent à imposer un système qui ne leur convient pas, et ils essayent en fait, en ne sortant pas ce film-là en particulier en salle, de faire pression sur le système français pour que les règles lui soient plus avantageuses et pouvoir renégocier à son avantage cette fameuse chronologie des médias. Pourquoi Disney en particulier a refusé de signer, et c'est Disney en particulier qui fait pression à l'inverse de Netflix par exemple, parce que Disney est à la fois producteur et diffuseur de ses contenus. C'est-à-dire que Netflix, la majorité des contenus, c'est des séries qui sont à destination directement de leur plateforme, et personne ne remet ça en question. En effet, à l'inverse de Disney, Netflix n'a jamais diffusé ses productions au cinéma, même ses productions cinématographiques, ses films. Donc il n'y a pas vraiment de voix qui se lève pour remettre en cause la politique de Netflix de publier directement ses contenus sur sa plateforme, puisque c'est ce qu'ils ont toujours fait. Or, ce n'est pas le cas de Disney, il y a donc une sorte de concurrence déloyale déjà entre ces deux plateformes et ils n'ont pas du tout les mêmes enjeux par rapport à la chronologie des médias. Personne ne dit c'est pas normal que Netflix sorte directement ses films sur la plateforme Netflix, c'est leur politique depuis le début, donc en soi, eux, la chronologie des médias qui fait que quand ça sort au cinéma, il y a un parcours obligatoire avant que ça revienne sur leur plateforme, ça ne les dérange pas particulièrement. Disney, eux, ça les dérange parce qu'ils sont également diffuseurs. Ils ont la main sur tout le circuit, sauf la diffusion en salle. Donc Disney, ils sont ok pour diffuser leurs produits en salle de cinéma. Par contre, ils aimeraient, une fois les 3 mois de diffusion en salle potentielle, pouvoir récupérer et mettre le truc directement sur leur plateforme Disney. Donc histoire d'être précise quand même sur ce que j'appelle le parcours, on a d'abord ce qu'on appelle une exclusivité d'exploitation, donc les salles sont les seules à pouvoir diffuser les films pendant 3 à 4 mois. Ensuite, jusqu'à 6 mois après la sortie en salle, on peut avoir les sorties physiques ainsi que les sorties dématérialisées mais qu'il faut payer. 6 mois après la sortie en salle, c'est la priorité aux chaînes payantes, comme Canal+, par exemple, qui ont l'exclusivité de la diffusion de ces contenus, jusqu'à 15 à 17 mois après la sortie, en fonction des contrats qui ont été signés, comme je vous l'ai dit, un petit peu à l'amiable, où là, le contenu peut sortir sur la plateforme de SVOD, c'est-à-dire la plateforme de streaming par abonnement. Et pour finir le parcours, c'est au bout de 36 mois qu'on peut accéder à une VOD gratuite potentiellement en fonction des contenus. Et c'est vraiment ça qui dérange Disney. Personnellement, j'ai du mal à me positionner honnêtement par rapport à cette histoire de chronologie des médias. En un sens, je comprends totalement les arguments de la plateforme Disney pour les films qu'ils produisent intégralement ou quasi intégralement
et dont il souhaite être le diffuseur. Il possède pas de salle, mais je peux comprendre quand tu as produit avec ton argent ton truc à toi, avec ton argent, tes équipes, tes studios, tes machins, tes ordis, bref, ce que tu veux, tu as produit ton film, tu le diffuses en salle, ce qui est une manne financière énorme, bien évidemment, mais qui est aussi une manne pour les salles, et ensuite, tu veux que ton produit, que c'est toi qui l'as produit, te reviennent pour qu'ils te rapportent à toi. Imaginons que moi je crée quelque chose, pour avoir le droit par exemple de le vendre en grande surface, je ne comprendrais pas pourquoi il devrait être exclusivement en grande surface pendant 17 mois, alors que moi j'ai ma petite boutique où je pourrais également vendre mon produit. Donc je peux comprendre le point de vue de Disney. Attention pour ceux qui manquent de nuances ou qui ont du mal à comprendre la différence entre défendre et comprendre. Comprendre la position de Disney ne veut pas dire que je suis d'accord et que c'est la décision que je prendrais à leur place. Mais il faut se faire, on va dire, l'avocat du diable dans cette situation, et on peut pas juste dire Disney c'est le mal et c'est le démon. Dans ce cas-là, on ne comprend rien à la situation et on n'avance pas dans l'argumentaire. Je peux également comprendre le point de vue des gens qui tiennent énormément à la chronologie des médias et qui trouvent que Disney fait tout simplement du chantage, puisque c'est ce qu'ils font. Déjà, la méthode, je la trouve honnêtement pas très correcte. Le fait de faire du chantage en sortant quand même les très très grosses productions qui rapportent beaucoup comme Avatar ou Thor, mais en réservant à la plateforme de streaming un film qui va être du coup boudé par les gens. Il y a plein de gens qui ont travaillé dessus, donc déjà pour les équipes qui ont travaillé dessus, c'est pas très correct. Choix, le moment de diffusion, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu crasseux dans la méthode de Disney. Et en plus, il faut que Disney comprenne que nous, la France, on a un système différent des autres pays, et que s'ils souhaitent accéder au marché français, il faut qu'ils s'adaptent à nos règles qui sont telles qu'elles sont pour le moment. Elles pourront effectivement peut-être évoluer, parce que la plateforme de streaming c'est quelque chose de nouveau quand même, ça fait quoi 5-7 ans que ça s'est vraiment imposé, donc c'est normal que les règles soient pas encore complètement adaptées à ce nouveau mode de consommation, mais le faire comme ça, honnêtement, je trouve ça pas très élégant. Et en plus, cette manne financière qui est apportée par la chronologie des médias, ça permet de financer un cinéma qui ne trouverait pas forcément de financement, et ça permet de le diffuser, ça lui permet de donner de la potence. Alors oui, la critique majeure c'est « Ah mais le cinéma français c'est tout pourri, c'est que des comédies pourries ». Je suis d'accord, j'aime pas les comédies françaises, je suis pas une grande adepte de la comédie française des années 2000-2010, voilà, c'est pas trop mon truc, mais ça finance pas que ça finance en fait tout l'environnement culturel français, le théâtre par exemple, ou encore les petits films, le film Ogre dont je vous ai parlé sur la chaîne, ou d'autres, ce sont des films qui ont en partie été financés par des organismes publics, par des organismes européens, et des organismes qui récupèrent une partie de leur manne financière grâce à ce système de chronologie des médias, et grâce à ce système de diffusion. Donc personnellement, je suis pas tranchée sur le problème, je peux comprendre la problématique d'un producteur-distributeur qui voudrait avoir la mainmise entière sur son produit et qui ne veut pas que d'autres en profitent entre guillemets. Je peux aussi comprendre l'importance du fonctionnement français et ce qu'il apporte au cinéma, donc j'ai pas du tout un avis tranché sur la question. Donc c'est un avis plutôt non tranché et plutôt neutre que je vous apporte ici, je ne sais pas quoi en penser. Personnellement, je n'ai pas participé au boycott qui avait été proposé sur ce film parce que, voilà, je peux comprendre les arguments de Disney et parce que j'avais envie de le voir, ce film, mais je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui aient incité au boycott de la plateforme, qui aient incité au boycott du film par rapport aux méthodes pas très élégantes, dirons-nous, de la firme Disney. Donc tout cela étant pris en compte, est-ce que je vous recommande le film? Alors déjà ça dépend de la position que vous aurez par rapport à cette histoire de chronologie des médias et par rapport à cette histoire de boycott, mais par rapport à ce que je vous ai dit du contenu réel du film, au-delà on va dire de la géopolitique qu'il y a autour, honnêtement le film est très sympathique, mais il n'y a pas d'urgence pour le voir tout de suite. Le film casse pas trois pattes à un canard, très honnêtement il est sympa mais sans plus, tu passes un bon moment. Voilà, il y a du taf, c'est joli à voir, mais maintenant ça s'inspire de beaucoup de choses qu'on connaît déjà, il n'y a rien d'original en fait. Vous n'allez pas rater quelque chose de particulièrement majeur en passant à côté, entre guillemets, de cette œuvre-là. C'est un film sympa, pour une petite après-midi, sympa, mais honnêtement c'est sans plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Avalonia et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère avoir été simple mais relativement claire sur cette histoire de chronologie des médias qui est quelque chose de très compliqué et dont je ne suis pas une spécialiste. Faut toujours le rappeler, je suis pas du tout une spécialiste, j'ai fait mes petites recherches pour essayer de comprendre, pour voir si je souhaitais me positionner par rapport à cette problématique ou pas, mais je suis pas du tout une spécialiste du domaine de l'audiovisuel français et de la distribution et tous ces trucs là. Je pense que c'était quand même important par rapport à ce film d'aborder le sujet. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, votre avis sur cette histoire de boycott, de chronologie, que vous en discutiez ensemble en commentaire. Moi je lis tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre quand j'ai le temps. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir, et vous pouvez également vous abonner juste en dessous, c'est gratuit, ça me soutient dans ce que je fais et ça vous permettra de voir mes futures vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être à Valonia sur Disney+. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite.
J'ai coupé mes cheveux, pour ceux qui remarqueront. Voilà, j'ai coupé mes cheveux et j'aime bien. J'aime bien changer pour la nouvelle année. Je trouve ça agréable. Bref, voilà. Je sais pas du tout comment les mettre parce que ça me stresse de me voir comme ça dans le retour écran. Je suis malade aussi donc je vais faire plein de pauses pour respirer, mais c'est pas grave. Ah, faut que je me mouche. Quand même, je vais pas vous mettre mes séances de mouchoirs. En scène post-générique, ça me paraîtrait beaucoup trop audacieux. Je suis méga malade. J'aurais vraiment dû filmer hier, j'ai une espèce d'état grippal pourri. Mais bon, je déteste ne pas accomplir ce que j'ai à accomplir, surtout si je suis malade. Je suis vraiment une personne relou, je suis la pire malade de l'humanité. Voilà, donc bon, je vais me moucher, je reviens. C'est bon. Oh, je vais avoir le nez rouge. Oh, c'est horrible. Bon, bref, c'est pas grave, on fera avec. On a 3 générations qui vont... J'ai du mal à respirer, c'est insupportable. Je sens que je vais dire une boulette parce que j'ai organisé mes idées de telle façon que... Parce qu'il y a des trucs qui se font écho, du coup j'ai envie de... Et comme je suis malade, je fais pas confiance à mon cerveau. Si je reprends des musiques, exposition années 20, années 30, je vais penser plutôt à là-haut. Mais je vais pas penser à Avalonia, le monde perdu de je sais pas quoi. D'ailleurs, j'oublie déjà le titre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Avalonia, le monde perdu. Je sais toujours pas comment il s'appelle ce film. Série Disney+, et spoiler alerte, en ce moment, on suit pas des trucs de ouf dingue. Je suis essoufflée. J'ai fait tellement de pauses pour respirer qu'on est à 50 minutes de rush. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Je vous laisse, je vais prendre le goûter. C'est les vacances. Les vacances, on fait le goûter.